Et du coup, maintenant qu'ils sont arrivés, merci de les applaudir quand même, voilà, parce qu'ils ont passé du temps pour préparer leurs interventions. Merci beaucoup. Inès, j'avais envie de commencer par vous. Vous êtes directrice du développement de Sogaris. C'est ça. Hein, on prononce le Vous S. m'entendez ou pas? Tout ça. Oui, très bien. Alors, juste, oui, j'aurais dû le dire aux intervenants précédents, faites gaffe à une chose, c'est qu'en fait, si vous mettez la main ici, c'est l'antenne, ce qui fait que ça peut créer de la perturbation. Là, c'est parfait. Essayer de faire bien. Là, c'est parfait, c'est super. Alors c'est intéressant parce que là aussi, vous allez voir trois manières hybrides, trois parcours qui apportent beaucoup d'intérêt, de justesse à la question qu'on se pose, parce qu'on va se le dire carrément, qu'est-ce qu'un logisticien vient faire dans l'aménagement de la ville, surtout quand on lit votre site internet où vous mettez le développement durable en avant, etc. Alors là, évidemment, je suis un peu caricatural, je dis tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qu'un logisticien vient faire dans un forum de chez nous. Ouais, c'est ça. Et si vous avez été invité, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que justement votre regard et votre application, peut-être dire d'où vient Sogaris, parce que c'est une foncière à la fois et un logisticien, et vous êtes né d'un petit truc là qui fait quelques 667 000 mètres carrés. Non, ça c'est au total aujourd'hui. Vous venez de Rungis, c'est intéressant, parce que Rungis c'est à la fois de la logistique et alors pour le coup de la vie au centimètre carré, absolument extraordinaire. Une certaine densité. Donc Sogaris, c'est une foncière, bonjour à tous, de logistique et de logistique urbaine. Donc une foncière, c'est quoi? C'est un peu la même chose que les gens pour qui vous travaillez chez nous, c'est-à-dire c'est des gens qui détiennent du foncier, des actifs et qui cherchent à les faire fructifier. Alors on n'est pas exploitant, on n'est pas logisticien, nous on loue des espaces, donc on a effectivement, comme toute foncière, un métier de développeur, un métier de maître d'ouvrage, un métier d'asset management et un métier de property. Donc en fait, on se ressemble un peu. On a quelques ADN, on va dire, communs, et on est un acteur du temps long. Autre élément, puisque la temporalité ou le rapport au temps semble être notre préoccupation majeure pour savoir comment se positionner dans ces périodes un peu troubles. On a une caractéristique aussi un peu différente, c'est qu'on est une société d'économie mixte, donc fonds publics et privés, et on a été créé il y a une 60aine d'années par une vision du préfet de Louvrier qui avait comme positionnement de se dire qu'il fallait que les plateformes logistiques quadrillent en fait le territoire de la Seine à l'époque, le département de la Seine, donc aujourd'hui on va dire la métropole du Grand Paris, avec Gare au nord, à Rungis, Sogaris, et puis l'Est et l'Ouest qui n'ont pas forcément vu le jour, mais l'idée était de effectivement quadriller le territoire. Autre élément qui finalement fait de nous quelque chose d'assez proche, c'est que quand on travaille sur le commerce ou quand on travaille sur la logistique, la problématique, c'est la question du maillage, c'est la question du réseau, c'est la question de la zone de chalandise. Donc on a en fait des implantations qui sont devenues stratégiques, soit parce qu'on les avait implantées pour être proches de la zone de chalandise, des clients qu'on cherchait à toucher, à affecter, et en même temps, on a parfois grossi, en même temps, on a parfois trouvé un écosystème qui nous a permis de développer, de croître et donc de trouver un business model qui fait que cette implantation est stratégique et qu'elle n'est pas délocalisable. Et ça veut aussi dire que souvent, on va chercher à travailler sur le déjà là. On va chercher à travailler sur nos centres commerciaux, sur nos centres logistiques pour les faire évoluer parce que parfois, le monde a un petit peu changé, les bâtiments ont un petit peu vieilli. Il va falloir donc redynamiser ces bâtiments, les toiletter, les réhabiliter. Et pour faire ça, vous avez fait dans la table ronde précédente beaucoup de citations. Je me suis dit, mais comment on va faire? On a la double peine. On est des femmes, désolée. Et en plus, on va parler de logistique. Donc, pour vous faire rire et vous provoquer un peu, moi, j'ai envie de vous parler du livre de Karl Marx, Le Capital, le livre 2 de Karl Marx, qui parle d'une chose assez intéressante qui s'appelle la rente foncière. C'est-à-dire, la rente foncière, c'est, en étant un peu provoque, comment en fait valoriser en bon père de famille nos patrimoines. Eh ben, c'est probablement de créer de la valeur, et créer de la valeur, c'est votre métier, mais c'est le mien aussi. Créer de la valeur pour nous dans l'immobilier, peut-être, construisant plus sur le même nombre de mètres carrés ou construisant autrement, puisque c'est là que l'équation se resserre.
L'autre élément qu'on a et qui caractérise Sogaris, c'est que Sogaris n'est pas qu'un acteur de l'immobilier. C'est un acteur de la décarbonation des flux. Parce que la question logistique, c'est la question des flux. La question du commerce, c'est la question du flux. La question de la ville, c'est bien la question du flux, si monsieur le maire était là, puisque c'est ça qui dynamise, c'est ça. En fait, la valeur absolue de l'économie, c'est bien le flux généré par les gens, par les mouvements, par les transports, et qui fait ville, qui fait cœur, qui fait densité. Et ces flux-là, pour nous, se positionner comme un acteur de la décarbonation des flux, c'est aussi bien dans la façon dont on va construire et dont on va développer nos actifs et implanter de nouveaux actifs. C'est faire avec justement le déjà là pour ne pas faire tabula rasa, mais construire, reconstruire, transformer l'existant en hybridant. Et c'est aussi, bien entendu, accompagner les preneurs qui sont dans nos espaces, puisque les logisticiens, il y a tout type de logisticiens, il y a des multinationales de transport, mais il y a aussi des TPE, PME qui font de la logistique et de la logistique urbaine. Et c'est adapter nos espaces pour permettre d'avoir des transformateurs pour avoir des recharges électriques, de peut-être apporter l'hydrogène sur nos centres, nos plateformes logistiques ou le GNV. Donc c'est autant de problématiques qui sont sur vraiment la décarbonation du transport à l'intérieur de ces zones. Justement, pour rester dans le côté provoque que vous nous instillez, il y a une phrase là, pareil, que j'ai pris dans votre site internet qui dit « Dans ce contexte, nous pensons indispensable le retour en ville de la logistique ». Et quand on est citoyen, on lit cette phrase. Alors évidemment, après, il y a de l'explication que vous allez nous donner, mais elle peut surprendre au moment où on parle plutôt dans les capitales européennes de sortir l'automobile de la ville. Il y a certains centres-villes historiques maintenant dans certaines villes européennes où il y a quasiment plus de flux automobiles et la logistique est maintenue à des horaires avant 7 heures du matin, enfin des créneaux, etc. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi c'est utile pour la décarbonation dont vous parlez? Parce que dans le sujet... C'est utile et c'est presque un mouvement de fond. Donc la chance que j'ai eue, c'est de prendre le relais d'une grande dame qui est dans la salle, mais qui a amorcé en fait cette pensée il y a une dizaine d'années sur la problématique de... la logistique et la logistique urbaine doivent revenir en ville. On a tous l'image de la logistique, moi la première, de les boîtes à savon le long des axes autoroutiers et des réseaux viaires. Et la logistique, avec la ZFE, donc la zone à faible émission, qui est une des problématiques qui là aussi nous rassemble et nous anime, c'est-à-dire comment, après-demain ou demain, ou presque déjà hier ou avant-hier, on ne pourra plus accéder dans les zones urbaines avec des camions, ou en tout cas qu'à certaines heures. Donc comment toute la problématique de notre écosystème immobilier va devoir être redispatchée, rapprochée des zones urbaines denses, rapprochée du cœur des métropoles, pour pouvoir en fait redispatcher avec des modes différenciés, alternatifs, des modes verts, que ça soit de la cyclo-logistique pour le très très urbain aux véhicules utilitaires propres. Comment ces redispatchings vont se faire et donc comment un nouvel immobilier peut apparaître. Et c'est toute cette équation de la redéfinition d'un écosystème, donc c'est penser autrement, c'est redéfinir aussi avec des modes de plus lourds de massification qui peuvent être le fluvial ou qui peuvent être le ferré. Comment, voilà, mais pas bien sûr à l'exclusion du camion, tout ça est combinatoire, complémentaire et aucunement radical. Alors, parmi tous les chantiers en cours, les projets que vous avez menés, Émilie, quand on a préparé cette table ronde, elle a dit que ce serait très intéressant qu'elle nous parle de la chapelle internationale, parce que là, ça exprime bien la diversité de vos savoir-faire, votre approche qui est très, très particulière. Est-ce que vous pouvez nous dire justement, nous décrire en vitesse le projet et en quoi il est vraiment exemplaire? Donc, pour se rapprocher du cœur des villes, il faut donc redéfinir des actifs, construire des actifs. Alors aujourd'hui, construire des actifs, c'est souvent neuf, c'est souvent dans des ZAC, dans des zones d'aménagement concerté. C'est ce qui était le cas là sur une ZAC et un terrain d'espace ferroviaire. Il y a donc en 2018, on a livré un hôtel logistique verticalisé qui cohabite avec 900 logements. Donc à Porte de la Chapelle dans le 18e arrondissement et qui est connecté fer. Donc l'intérêt là, c'est de dire la logistique qui est un peu le backup de la ville, ce qu'on veut pas voir, on est capable en fait de l'insérer dans un quartier en différenciant les flux amont
c'est-à-dire les camions qui ne sont pas du tout redispatchés dans la ZAC et qui permettent donc du coup une pacification de ce quartier de plus de 900 logements. Et avec de la logistique, on a à la fois donc de la messagerie colis, qui est une des problématiques qui aussi bien sûr intéresse le commerce. Comment l'habitant consomme aujourd'hui? Qui ici ne commande pas voilà, des denrées à se faire livrer? Donc il y a de la messagerie colis, du commerce professionnel avec Métro, qui est donc implanté là pour les restaurateurs donc du Grand Est parisien. Et puis des activités productives, c'est-à-dire des cellules d'activités productives qui font justement ce que vous évoquiez tout à l'heure, le rapport au rez-de-chaussée, le rapport à l'espace public. Et ces bâtiments permettent d'internaliser l'ensemble des nuisances qu'on ne veut pas voir, mais aussi du coup de ne pas les rebasculer sur l'espace public et de redonner à l'espace public sa fonction première, qui est l'interface avec le commerce, avec l'activité, mais surtout aux piétons, l'interface du piéton et donc la ville. J'imagine que là, il y a un mot qui me vient tout de suite, c'est innovation, on va en discuter. Mais tout de suite, là, je me suis dit contexte réglementaire. Dans la complexité, ça doit être coton. Contexte là, parce réglementaire, voilà. Donc aujourd'hui, il y a la ZFE, il y a le ZAN, il y a les superpositions, donc mixité fonctionnelle, qui font qu'il y a à travailler effectivement et à force de proposition sur les réglementations, sur comment parler des mesures conservatoires, comment anticiper les choses, mais peut-être aussi comment trouver des économies d'échelle. Parce que je devine un peu et cru comprendre la diversité du public dans la salle, mais il y a forcément pour les opérationnels que vous êtes une réticence à ces idées un peu saugrenues en se disant mais c'est quand même un gros bordel là, tout ce qu'ils nous proposent, ils sont gentils, mais les développeurs, ils yoyotent un peu du chapeau et ils sont très sympas, ils parlent aux politiques, mais en fait, c'est indémerdable leur truc. C'est pas pour le plaisir en fait de juste la réflexion intellectuelle qu'on se pose ces questions-là, mais c'est bien pour pérenniser et sauver nos modèles. On pourra pas construire comme on a construit. On ne pourra plus le faire. Que ça soit pour des sujets réglementaires, pour des sujets économiques, pour des sujets stratégiques. Donc il faut faire avec cette complexité. Faire avec cette complexité, sur le plan réglementaire, c'est préparer l'anticipation. Et l'anticipation pour les développeurs que nous sommes, c'est avec les opérationnels qu'on la travaille. C'est avec vous. C'est trouver des programmes fonctionnels, comprendre vos besoins. Ça, c'est essentiel pour nous. Et je sais qu'Émilie s'y attelle pour l'avoir sur plusieurs dossiers. Comprendre les besoins, le fonctionnement effectif pour assurer la productivité et l'optimisation, mais c'est aussi comment on mutualise certaines choses pour pouvoir trouver des économies d'échelle et donc une économie de business qui soit performante et plus performante encore. Ça veut dire quand même qu'on a des interlocuteurs autour du projet, enfin les acteurs du projet, ils doivent quand même intellectuellement être désilotés quand même, parce que ça veut dire vraiment comprendre les contraintes de l'autre. Regardez-nous, on est désilotés. Hein. Ah, c'est peut-être une approche plus féminine, pas au sens genré du terme, moi, mais au sens... Non, mais pas, encore une fois, pas au sens genré du terme, mais au sens approche, position basse, capacité de dialogue. Je pense que c'est au cœur de... Oui, et beaucoup de pédagogie aussi, j'imagine, sur un projet comme celui-là. Parce que... Il y a beaucoup de pédagogie, il y a beaucoup de... Alors le mot a été employé de concertation, mais je crois surtout il y a beaucoup de coopération à trouver. Ce qui est beaucoup plus fort. Hein. Coopération entre métiers, coopération entre acteurs, coopération entre institutions et coopération avec le citoyen. Mais la concertation, c'est pas donner droit à ce que l'habitant ou le citoyen manifeste, c'est l'amener aussi à comprendre et la complexité auquel on doit faire face, mais aussi les réponses qu'on peut apporter par ces mutualisations-là. Et ça ne veut pas dire perdre du pouvoir, ça veut dire au contraire faire adhérer pour avoir un permis de construire rapide, efficient, efficace, gagner du temps dans le déploiement opérationnel de nos sujets, qui est un élément central, surtout, on l'a dit, quand on travaille en milieu occupé. Et c'est évidemment tout l'enjeu qu'on doit s'attacher et s'atteler à lever quand on fait des projets pour vous. C'est effectivement aller vite, le rapport au temps. Le temps, c'est de l'argent, disait Max Weber. Décidément, j'ai choisi vous voyez la citation, ça vient... Mais c'est cardinal. Le temps, c'est de l'argent et il est essentiel pour vous
comme pour les développeurs. Donc, c'est aussi dans la façon de travailler avec des entreprises qui seront capables de déployer des solutions assez innovantes qui vont permettre d'aller plus vite aussi dans l'exécution du chantier. Merci beaucoup. Donc, je vous laisse un peu de temps pour trouver une autre citation, si vous voulez, pour conclure tout à l'heure. Bruno Ménez, ça va. Merci. David Lestou devait être là, il est souffrant, je crois, d'après ce que j'ai compris. Merci déjà de le remplacer au pied levé, mais ça donne bien, vous êtes cofondateur, je crois, ou en tout cas associé de LA. Est-ce qu'on dit LA ou LA? Les deux. Parce qu'en fait, dans le nom de votre agence, oui, c'est là avec un point d'exclamation, je pense qu'il est très important de ne pas l'oublier. Et j'aime bien aller voir quand même les sites internet parce que ça rendit quand même beaucoup de la personnalité des agences. Ça pétille là-dedans, c'est très coloré. On sent que, alors là, vous, l'innovation, le positivisme a l'air d'être au cœur de la maison. Ça va jusque-là? C'est ça, avec un slogan « Imaginez demain sans penser comme hier ». Ah bah voilà. Ça pose les choses. On est en prolongement de la table ronde numéro 1, c'est parfait. Peut-être en quelques mots, justement, parce que vous avez plein d'activités différentes, mais en résumé, nous présenter cette agence. Alors, il n'est pas là, David Lestou, mais je rappelle qu'il a été rédacteur du rapport sur les centres-villes, qui a donné le programme Action Cœur de Ville. Donc, vous conseillez bien sûr des collectivités, mais c'est important de le rappeler parce que ce rapport, il a quand même fait date et il a un peu influencé les politiques publiques. Donc, ça positionne aussi un peu votre agence. Mais alors voilà, si je viens vers vous, qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Je suis maire d'une ville moyenne, par exemple. Voilà, donc on est vraiment un bureau d'études qui veut un peu bousculer les courants de pensée, la façon dont on a développé l'urbanisation du territoire, en posant un regard assez critique sur finalement les 30 dernières années qui ont été à l'opposé de ce qu'on est en train d'espérer pour demain, c'est-à-dire des cœurs de ville et de villages dynamiques et animés. On a fait le constat, et d'ailleurs c'est le cœur du sujet de ce rapport sur les centres-villes et centres-bourgs qui avait été commandé pour définir le volet urbanisme commercial de la loi Allure, puisqu'on travaillait avec David depuis une vingtaine d'années sur la reconquête des rez-de-chaussée vacants au centre-ville. Et on avait fait la démonstration que c'était parce que les habitants avaient quitté les centres-villes que le commerce était également parti. Alors, au travers des nouvelles formes de distribution que sont la grande distribution, mais plus largement, s'en est suivi des activités de services, l'emploi, la santé, les équipements publics, les écoles. Et de fait, on avait déplacé finalement ces lieux. On va en reparler parce que désormais, ces lieux qui avaient été imaginés en périphérie se sont retrouvés totalement urbanisés et deviennent, et c'est tout le sujet des transformations des entrées de ville. Mais en tout cas, on a démontré, notamment dans le cadre des politiques publiques, que si on n'associait pas une stratégie d'habitat, de reconquête, d'adaptation aux jeunes actifs, aux familles, parce que les familles ont totalement déserté les centres-villes. Comment on pouvait avoir une stratégie réussie pour le centre-ville. Donc c'était vraiment ce sujet. Si on réfléchit qu'au commerce sans penser à ceux qui vont venir dans ces commerces, on aura tout perdu. Et pour rappeler quand même une des bases de l'ORT, opération de revitalisation de territoire, avec toutes ces déclinaisons, donc action cœur de ville pour les villes moyennes, petites villes de demain et maintenant villages d'avenir, c'est que dans tout programme d'action, vous devez avoir des actions sur l'habitat. Donc, opération d'amélioration d'habitat avec un volet renouvellement urbain, par exemple, mais ça peut être le permis de louer, enfin, toutes les démarches qui font qu'on diversifie, parce qu'on a eu un effet de paupérisation des centres-villes, là aussi, les centres-villes qui sont devenus politiques de la ville, avec des pertes d'attractivité pour le commerce de centre-ville qui se veut quand même moyenne gamme et dont la population qui habitait était totalement déconnectée des types de commerce qu'on avait. Donc un sujet complexe. Et désormais, et c'est probablement l'objet de notre échange, le déplacement de la réflexion sur ces entrées de ville, puisque vous le savez, le deuxième volet Action Cœur de Ville, c'est désormais de repenser ces entrées de ville. On a parlé en effet,
centres-villes, enfin des entrées de ville moches. Un vrai sujet parce que finalement l'urbanisation s'est rapprochée de ces espaces. Et puis lorsque on fait aussi le constat du besoin, parce que c'est toujours ça qui nous importe en termes d'études, on est sur des saturations de marché. C'est-à-dire que lorsqu'on analyse un petit peu l'évolution de la consommation, on voit qu'on a une déconnexion totale entre le volume de mètres carrés commerciaux, si je me limite, j'ai eu la consigne, qui s'est déconnecté de la croissance de population. Ce qui fait que, alors même qu'on va de moins en moins dans les magasins pour consommer, on a produit entre 2010 et 2020, ça s'est un peu stabilisé, période crise sanitaire, on a construit 3, 4 fois, 5 fois plus de commerce que ce qu'on pouvait absorber. Donc on a créé de la tension de marché qui s'est encore renforcée sur les centres-villes, mais désormais, on commence à avoir de la friche commerciale en périphérie, avec en effet comme Auchan qui se re-questionne de la dimension de ces hypermarchés qui de fait sont trop grands et que tout sur le même toit, notamment sur le non alimentaire, rediscuté. Donc, on re-questionne d'autres espaces pour en faire une diversité d'activités. Alors, et là, nous, on est à l'interface. Hein, je tiens à le préciser. Hein, en effet, on travaille beaucoup pour les collectivités territoriales et on a la chance de travailler pour nous sur cette réflexion de la périphérie de demain, de l'entrée de ville de demain. Et donc, tout le sujet, on est très vigilant là-dessus, c'est de ne pas créer des centres-villes bis. Parce qu'on garde à l'esprit que le centre-ville a ses prérogatives et qu'on met beaucoup d'argent public dans les centres-villes et que désormais, il faut avoir une stratégie très complémentaire, comme l'a été d'ailleurs à l'époque des hypermarchés, pour ne pas justement créer 2 fois la même chose et d'avoir les mêmes propositions, les mêmes usages, alors même que on est quand même sur des fois des fonctions assez proches. Donc cette notion de mixité, on pourra en reparler, hein, je pourrais détailler, on l'aborde en fonction de l'emplacement de ce magasin dans son espace urbain. Et c'est d'ailleurs désormais une réflexion qu'on pose dans les schémas de cohérence territoriaux, c'est-à-dire dans quelle mesure tel supermarché, hypermarché va pouvoir accueillir ou pas de l'habitat. Bien entendu, une zone commerciale qui reste encore à 500 mètres, 1 km du cœur de ville, est-ce que ça a du sens d'aller mettre de l'habitat ? Et donc, ça re-questionne finalement cette diversification. Vers quoi on va aller ? Et donc, ce qu'on essaye de poser avec les élus, c'est différentes strates d'entrée de ville entre des zones intégrées où avec le temps, on est entouré d'habitat. Et là, laisser faire de l'habitat au-dessus des commerces, ça a complètement du sens. Des zones où on est un petit peu plus loin, on reste connecté. Mais là, peut-être qu'on va avoir une offre un peu différenciée, mais peut-être avec plutôt ciblée sur, je ne sais pas moi, les étudiants, des jeunes actifs, à voir avec la population. Et c'est tout l'enjeu aussi de nos études, de voir c'est quoi la population qui vient habiter sur le territoire et à qui on a un déficit dans ce parcours résidentiel. Et là aussi, c'est un vrai sujet pour bien sortir du rêve ou de l'image du pavillon, mais de proposer aussi des espaces adaptés. Ouais. Le thème aussi de notre table ronde, c'est bien d'essayer d'explorer la méthode, les méthodes. Et là, en fait, on vient de vous entendre, on entend la méthode. C'est que dans votre agence, vous préconisez l'accès à la connaissance. Prenons le temps de la connaissance des publics, etc. Vous faites des guides thématiques, vous faites des conférences, on voit bien, là, vous êtes parti pour 1 heure. Mais vous le disiez aussi, Inès, quoi. Il y a cette, et on en parlait déjà dans la première table ronde, c'est prenons le temps de connaître avant d'agir. On ne peut pas appliquer, j'entendais le maire de Laval qui reprochait un certain nombre, on a des a priori sur les consultants et les bureaux d'études parce que ça fait des copier-coller. Il en vient. Nous, on part du principe que justement, avant de trouver la solution de ces usages nouveaux, il faut comprendre où on est, il faut comprendre où le site se positionne et de comprendre l'écosystème de la ville pour savoir qu'est-ce qui manque. Parce que on l'a compris, et c'est une chance quelque part, le zéro artificialisation nette va obliger les opérateurs à réfléchir d'abord sur la tâche urbaine avant de regarder les terres agricoles qui nous étaient facilement accessibles, beaucoup moins chères, beaucoup plus pratiques. Donc là, il faut réfléchir différemment. Il faut d'abord regarder finalement dans ce qu'on va pouvoir créer. Est-ce que c'est un besoin en logement ?
Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que on a déjà une mobilité collective qui nous connecte, donc qui va ne pas nous obliger à avoir... Il y a déjà ces enjeux de... Et puis, si finalement l'habitat n'a pas de sens, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Alors, le loisir est souvent évoqué, loisir payant, escape game, tout ce qui va être autour du virtuel, des jeux virtuels, bowling et autres espaces. Mais voilà, là encore, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que la population est adaptée à ça? On peut avoir une réflexion sur la ville productive. Vous en avez parlé. Est-ce que on doit travailler sur des espaces tertiaires, du coworking, des espaces de travail, ou même de l'artisanat? Alors attention, là encore, et c'est tout l'enjeu de la cohabitation, hein, parce que vivre dans ces lieux-là ou apporter des activités qui vont peut-être créer des nuisances pour d'autres usages, il faut être très très vigilant. Donc voilà, rien n'est simple. Est-ce que c'est là aussi de la logistique urbaine pour être le lieu où on arrête les camions avant de rentrer dans l'entrée de ville, donc, ou dans le centre-ville? Donc il n'y a pas de solution toute faite, et on n'a pas des réponses non plus gagnées, hein. Enfin voilà, on travaille en échange avec les élus, avec les opérateurs, parce que, et c'est très important, et je termine par ça, c'est le modèle économique, hein, parce que je vous vois tous, hein, l'objectif quand même, c'est que ce soit rentable, et que les investissements qui vont être réalisés puissent créer de la valeur pour rentabiliser et se retrouver dans un modèle qui soit pas forcément du commerce, mais qui crée quand même de la valeur. On va forcément aborder la vision à 360, qui est la marque de fabrique de votre agence. Donc vous allez tout nous donner, les méthodes en open source. Ça va? On est d'accord? Non, mais en deux mots, ce qui est intéressant, c'est parce que ça renvoie aussi à cette idée de temporalité. On l'a évoqué depuis ce matin. Il y a le temps long. Vous avez une méthode pour aller peut-être un peu plus vite. Et rester dans la profondeur quand même de l'analyse, hein, si je comprends bien. C'est ça, c'est ça. Mais en deux mots, c'est quoi? La méthode 360, c'est rappeler donc sur un espace donné, là où justement on avait une seule fonction commerce, c'est de venir lui attribuer les trois autres fonctions, alors qui sont pour nous la base d'un cœur de vie. C'est-à-dire qu'on vient habiter dans un lieu parce qu'on a un certain nombre d'éléments d'attractivité résidentielle que sont les commerces, donc ça c'est parfois même le lieu de travail, donc c'est tout ce volet économique, les services, et notamment quand on est des personnes âgées, la santé, et ça c'est un élément essentiel. Quand on est une famille, l'école, donc là on est vraiment sur la notion de service public, et les loisirs. L'idée, là encore, hein, c'est cette fameuse ville du quart d'heure où je n'ai pas à reprendre mon véhicule pour bénéficier de tous les usages. Les activités, les usages, oui. Et donc, parallèlement à ça, donc on a les habitants, c'est l'une des fonctions aussi essentielles de ce lieu de vie. Et le dernier point, c'est l'identité. Alors, s'il y a bien quelque chose, à mon avis, qui différencie un centre-ville de la périphérie, c'est ce volet identitaire. Et c'est bien pour ça qu'on a utilisé cette notion de moche, parce que ça ne fait pas forcément rêver. Et demain, dans la transformation de nos entrées de ville, ça va être de créer cette identité. Ça va être d'avoir un côté donné envie. Parce qu'en plus, l'enjeu, c'est de faire sortir les clients de leur canapé pour que, plutôt que de consommer sur leur smartphone ou leur tablette, ils se déplacent. Donc, pour se déplacer, il faut une expérience d'achat. Il faut une qualité d'espace public. Vous en avez parlé tout à l'heure, du végétal, même de la lumière, du visuel. Tout ça, c'est ce qui manque sur les entrées de ville. Et donc, dans cette multifonctionnalité, ce volet identitaire, on part de zéro. Sauf dans certains cas, on a eu, je pense là au travail qu'on avait fait sur la rotonde à Béthune, il y avait eu une réflexion urbaine, architecturale qui était assez originale, qui permet d'avoir un début d'architecture qui sort de la boîte traditionnelle. Et pourtant, il va falloir se différencier. Donc, comment on apporte de l'identitaire sur des lieux qui sont quand même un peu classiques et qu'on voit un peu partout? J'ai un point à cocher dans la méthode, il faut embaucher des passionnés. Parce qu'en fait, depuis que je bosse sur ce forum, et on le voit encore à l'instant, waouh, on sent que la vie, elle est au cœur aussi de vos préoccupations. Enfin bref, la passion est bien là. Et c'est le cas aussi chez vous, Émilie, directrice du pôle aménagement chez Nood. Il y a aussi peut-être un point de méthode qu'on a aussi un peu senti au démarrage, c'est la constitution de l'équipe.
Et ce qui est intéressant, c'est ce que vous m'avez dit, évidemment pas toute seule, la constitution de mon équipe, elle est importante parce que je souhaitais avoir des regards, des expertises, des expériences différentes, parce que c'est ça qui fait aussi la richesse de notre manière de travailler. Merci Thierry. Je suis ravie que Bruno puisse intervenir parce qu'on a une approche qui est très cohérente et très semblable. Finalement, l'agence conseille beaucoup de collectivités aussi dans l'accompagnement au changement. Et on peut dire peut-être sans raccourci outrancier que l'accompagnement que vous faites avec les élus, Nood le fait aussi avec les propriétaires fonciers, mais également les commerçants. Et donc, on a une approche très semblable. Et finalement, la diversité de profils que je connais au sein de l'agence, c'est quelque chose qu'on retrouve également dans les équipes de Nood. Pourquoi ? Parce qu'on le sent depuis ce matin. On est en train de parler de thématiques extrêmement complexes qui sont transverses par essence. Si on veut pouvoir les adresser, on a besoin de cette multiplicité de regards. On a besoin de cette multiplicité aussi d'écoute et de langage. C'est-à-dire qu'on l'a senti dès la première table ronde. On a la vision de l'architecte, la vision de l'élu, la vision de l'ingénieur, etc. On n'a pas encore beaucoup parlé de la vision de l'asset manager, qui est également au cœur, je le sais, Inès également, de notre pratique à toutes les deux. Et donc finalement, quand on parle de régénération, de projets régénératifs, on a besoin de gens polyglottes. C'est-à-dire qu'on a besoin de savoir de façon agile passer du discours de l'un à l'autre pour finalement s'assurer que le récit de ce futur souhaitable dont parlait Mathieu tout à l'heure, il est intelligible dans une pluralité de langues et il va savoir parler aussi au tableau de bord de chacun. Hein, on le voyait, Florian Berco rappelait, en tant que maire, il a besoin de piloter. L'asset manager, le propriétaire, il a besoin de piloter. Et donc nous tous, c'est une invitation à se mettre au chevet d'un nouveau tableau de bord qui parle à tous. Et comme on est sur des problématiques transverses, ça veut dire intégrer une pluralité de profils au sein d'une équipe, tout simplement. Vous avez deux expressions que je trouvais sympathiques pour décrire votre métier, c'est assemblier urbain ou acteur de la ville complexe. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Est-ce que dans la méthode, il n'y a pas aussi l'idée, votre président l'a dit en introduction, c'est aussi d'avoir une vision de quoi on parle. Et quand on dit on va passer de la communication de masse au vivre mieux, il l'a dit assez vite ce matin, d'abord, qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots et en quoi ça dirige les décisions que vous pouvez prendre peut-être au quotidien. Est-ce que c'est, je vais être là un peu provoque, est-ce que c'est juste une belle affiche et un beau slogan qu'on met sur les sites internet ou vraiment ça guide votre politique, votre action au quotidien? Alors c'est quelque chose qui transperce, qui traverse vraiment tous les métiers de Nood, cette question des lieux en mieux. On sent bien que le prisme du consommer à toute fin ne disparaît pas parce que, comme l'a rappelé Christophe, le commerce, c'est notre ADN, c'est aussi le gage de notre capacité à écouter et à comprendre le client. Mais c'est quelque chose qui vient être peut-être repositionné au milieu d'autres fonctions sociales qui sont essentielles. En ça, d'ailleurs, on travaille beaucoup avec la chaire ETI de la Sorbonne et Carlos Moreno, qui a beaucoup documenté la notion de ville du quart d'heure dont vous parliez tout à l'heure, Bruno. Et c'est quelque chose qui va être notre boussole dans la co-construction et dans notre capacité à écouter l'ensemble des parties prenantes. C'est-à-dire qu'au prisme des 6 fonctions sociales, dont consommer fait partie, on va aller à l'écoute d'un certain nombre d'acteurs, des collectivités bien sûr, mais aussi nos commerçants, nos clients, les habitants, les usagers de nos commerces. Et cette boussole des 6 fonctions sociales va nous permettre un peu de traverser toutes ces thématiques, dont l'acte de consommer. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que parfois, alors Franck le disait un peu tout à l'heure, parfois, on a des équipes de maîtrise d'œuvre qui peuvent avoir des partis pris extrêmement sévères par rapport au commerce. Et finalement, toutes les occasions qu'on peut avoir de créer des comités parties prenantes sur le terrain, où on écoute avec eux nos commerçants et nos clients, parfois les amènent à revoir un peu les positions sévères sur un rond-point, sur une entrée d'autoroute, sur un passage pour les voitures, parce qu'ils sont aussi confrontés à la vision de l'usager, de sa praticité, de ce qu'il attend en fait en termes de fonctionnalité. Donc nous, on croit beaucoup, et c'est pour ça que ensemblier urbain, c'est un terme qui nous parle, c'est qu'on doit faire avec cette pluralité, sans dogme, mais au contraire en étant très à l'écoute, avec des grandes oreilles et une petite bouche, comme le disait Antoine.
Ah, je vais la garder, celle-là, elle est bien, cette expression. C'était quelque Oui, pardon, chose. allez-y. Même si sur l'aspect logistique urbaine, on est plus éloigné, mais je peux que adhérer à ce que dit Émilie. En fait, il faut créer des lieux de destination. Il y a un élément qui est très important et qui nous touche, en fait, ou qui irrigue aussi la réflexion qu'on porte chez Sogaris. C'est celle, évidemment, on l'a dit, du rapport au temps, mais du digital. Le temps de l'immobilier n'est pas le temps du marché. Et le marché de la logistique est un marché extrêmement volatile, peut-être encore plus volatile que celui du commerce, mais il nous frappe, vous comme nous, de la même manière. Donc la question du e-commerce, la question de comment effectivement réussir à faire se déplacer les gens et les consommateurs, c'est évidemment dans une approche de destination. En fait, ce qu'on dit par lieu de vie ou lieu de destination. Et cette destination, elle est forcément enclin à être pluriel et à être complémentaire avec d'autres natures d'activités. Il y a une chose qui est très importante et je pense que vous vous rejoignez tous les trois sur cette question, c'est qu'on est passé sur les zones commerciales d'une gestion, je vais être caricatural, dans les années 70, c'était facile. Boum, il y avait les milliers de mètres carrés de l'hyper, boum, derrière les moyennes surfaces spécialisées et le parking qui allait avec. C'était, allez, je fais exprès, hein, c'était pas très compliqué. Aujourd'hui, C'était pas plus compliqué pour ceux qui voulaient non plus peut-être créer 200 logements sur un terrain agricole. On va dire tous, on est un peu héritiers de la ville simple. Comme on disait tout à l'heure, ça sert à rien on n'est pas là pour se flageller sur le passé. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on est passé à une unité de mesure qui était peut-être le 1000 mètres carrés au mètre carré. Et qu'on a une vue beaucoup plus fine des projets parce que multi-usages, etc. Et que nous, habitants, citoyens, on ne vit pas dans 6000 mètres carrés, hein, on vit dans quelques mètres carrés. Donc, c'est ça notre zone de vie. Donc, ça change quand même des choses très importantes en termes de méthode. Oui, et je pense d'ailleurs qu'en ça, on grandit beaucoup dans notre métier du développement du très bon binôme qu'on peut situer avec l'asset management. C'est-à-dire que nous, on n'oppose pas du tout ces deux métiers aussi parce que c'est notre quotidien avec Inès, mais finalement, là, on en vient même sur certaines opérations à décomposer avec l'asset manager chaque usage par mètre carré de l'actif qu'on regarde pour vraiment aller comprendre de chaque mètre carré quelle va être la projection et le rapport de chaque euro investi. Parce que, bon, on ne va pas se le cacher, quand on entend tout ce qui a été dit ce matin sur la complexité, sur la nécessaire bifurcation, j'ai retenu, vis-à-vis de l'urgence environnementale, tout ça nécessite un certain nombre de millions, centaines de millions peut-être, de capitaux investis. Et nous, on rentre à l'échelle très fine de se dire ces capitaux investis à l'échelle de chacun des mètres carrés, quelle vont être sa rentabilité. Et donc, il y a une forme d'arbitrage qui va s'opérer sur chaque mètre carré. A-t-on besoin de ce mètre carré pour maintenir la planète habitable ? Auquel cas, on va devoir le renaturer et ce sera un incontournable, un invariant du projet. A-t-on besoin de ce mètre carré pour se nourrir ? Beaucoup de maires ont un projet alimentaire de territoire et c'est quelque chose qui traverse aussi les politiques publiques. Et puis sur les derniers usages, il va y avoir une forme de confrontation, hein. Il va y avoir match. Est-ce qu'on va faire du commerce ? Est-ce qu'on va faire de l'activité ? Est-ce qu'on va faire du logement ? Et comme on a besoin de répondre à une pluralité d'enjeux, on va densifier. Donc la densification, elle peut être heureuse quand elle répond à un certain nombre d'attentes du territoire. Et c'est là que finalement, on peut commencer à toucher du doigt la rentabilité de l'adaptation au futur, parce qu'on va être juste plus pertinent sur la pluralité d'usages auxquels on va pouvoir répondre. Quand on va à Chapelle Internationale et qu'on se rend compte qu'il y a de l'enseignement, du commerce, de la logistique, du sport, de l'agriculture urbaine, parfois à l'échelle d'un seul et même mètre carré, là, on se rend compte que on doit changer de tableau de bord, on doit aussi changer nos lunettes par rapport à l'utilité de chacun de ces mètres carrés. Il y a une expression, je vais la traduire, plus jamais sans les habitants, etc. Vous avez un mot fort, hein, coopération. C'est plus concertation, dialogue, c'est coopération. Vous y êtes aussi très attaché, Émilie. Il y avait quelques exemples qu'on aurait pu prendre, par exemple celui de Strasbourg. Vous avez beaucoup travaillé sur cette idée de coopération, concertation. Oui, je pense qu'on l'a rappelé ce matin. De la même façon que l'agence déploie une
une méthodologie de vision. Chez nous, on a également une méthodologie que l'on appelle vision de site, qui va commencer par un diagnostic, qui va du coup impliquer une très grande écoute du territoire et de l'ensemble des parties prenantes du projet. Et maintenant, Antoine l'a esquissé ce matin, et c'est un point sur lequel j'aimerais revenir. On n'attend pas que la concertation réglementaire, elle nous tombe dessus en disant « Ah mon Dieu, on va devoir sortir du bureau et aller rencontrer des gens dans la vraie vie ». C'est-à-dire qu'on va être proactif sur ce sujet de la coopération et le plus tôt possible, évidemment main dans la main avec les élus, en tout cas avec une information qui leur permet de pouvoir se positionner de façon juste. On va créer des comités de parties prenantes qui vont nous aider à identifier quels sont les bons relais. Le panel citoyen, finalement, dont parlait Florian ce matin, on va essayer de le préconstituer en invitant nos clients, nos commerçants, mais aussi tous les relais d'opinion qui sont autour du site. Ça peut être un directeur d'école, un directeur de pôle hôtelier, le club des entreprises. Finalement, les acteurs, ils sont multiples qu'on peut mobiliser. Et on va les inviter dans ce comité de parties prenantes qui vont finalement nous permettre d'avoir des oreilles encore plus grandes, parce qu'ils vont être aussi nos yeux et nos oreilles sur le site. Et on le voit sur le projet du Baggersee à Illkirch. On a eu beaucoup de chance de signer assez tôt dans la démarche un protocole avec l'Eurométropole de Strasbourg et la ville d'Illkirch, des élus qui portent ce projet et qui, avec nous, viennent dans la galerie pour écouter les clients, les usagers, les commerçants, et qui permettent au groupement de maîtrise d'œuvre aussi de prendre conscience de réalités que peut-être un plan ne permet pas seul de saisir de façon juste. Il y a un autre exemple que je voudrais prendre pour, là aussi, peut-être un outil de méthode, c'est vraiment que vous soyez alors avec votre savoir-faire à 360, enfin vos expertises, c'est très intéressant, vraiment des accompagnants, des acteurs du territoire. On va prendre un exemple, on va aller dans le nord de la France, à Grande-Synthe, dans le littoral dunkerquois, pour les gens qui ne connaîtraient pas le territoire. Il se passe un truc extraordinaire, c'est qu'il y a plein de boîtes qui sont en train de s'installer, il y a 25 000 emplois qui vont être recherchés dans les années qui viennent. Sauf que c'est dans les 5 ans qui viennent. Donc ça bouscule positivement, mais ça bouscule totalement le territoire. Et on disait en particulier à Grande-Synthe, ça va pour tout le monde, donc Grande-Synthe, c'est pas très loin, c'est sur le littoral du Nord. Il y a génial, une super usine, une Gigafactory qui arrive pour fabriquer des batteries. Donc super opportunité. N'empêche que ça bouscule le territoire et vous êtes là. Vous êtes là justement dans ce moment qui est encore une fois positif, mais très bousculant, et il ne faut pas faire n'importe quoi et prendre les mauvaises décisions. Et là, il y a toute une expertise à apporter. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je suis ravie que l'agence soit représentée parce que l'agence conseille la collectivité et nous, on conseille le propriétaire. Et donc, on fait un parfait binôme parce que finalement, on essaye d'accompagner le changement, chacun avec nos clés de lecture et avec les interlocuteurs qui sont finalement de part et d'autre du dossier et de la problématique à adresser. Alors, ça revient, l'exemple de Grande-Synthe, je l'aime beaucoup aussi parce que ça revient à l'importance de la finesse du diagnostic. On le disait tout à l'heure, il n'y a pas de formule toute faite, mais il n'y a pas non plus, quand on y regarde bien, toutes les zones commerciales à mettre dans le même panier. Évidemment, pour celles, je pense à Bordeaux-Lac par exemple, qui sont totalement rattrapées par la ville, bon, leur sort vers la mixité semble un peu tout tracé. Mais pour celles qui sont encore en périphérie, voire grande périphérie, et qui ne sont pas aujourd'hui raccrochées par le transport en commun, peut-être on a eu tendance dans l'opinion publique à tirer un trait sur le devenir de ces zones-là un peu vite. Alors que finalement, il y a un certain nombre d'éléments exogènes qui peuvent venir percuter l'utilité sociale de ces zones. Et Grande-Synthe en est un bon exemple. Il faut réindustrialiser un territoire, il faut loger un certain nombre de salariés qui vont être accueillis, et on n'a pas pour autant envie d'urbaniser à gogo des espaces naturels, agricoles et forestiers. Et donc, la vocation sociale de nos espaces imperméabilisés de commerce, elle peut être là aussi, dans la capacité à permettre au territoire finalement de s'adapter au changement, cette fameuse trajectoire inconnue dont parlait ce matin Mathieu. Eh ben, on peut être aussi la réponse quand quelque chose d'inconnu percute un territoire, et c'est notamment le cas pour Grande-Synthe. Et vous avez bien fait de le rappeler, Émilie, mais Inès en parlait aussi, c'est l'asset management, c'est pas à côté. Hein. Il partage cette vision, il est évidemment partie prenante. C'est frustration, on est à 4 minutes de la fin, c'est terrifiant. Merci encore. J'allais dire même question peut-être qu'à la première table ronde, je vais la formuler différemment. On a déjà abordé un certain nombre de points de méthode.
qui vous semble essentiel. On aurait pu en parler de plein, le rapport au sol, etc. Voilà, quelque chose qu'on n'a pas évoqué encore aujourd'hui, en 1 minute, Bruno, par exemple. Voilà, un point de méthode qui vous semble capital pour à la fois relever tous les défis qu'on a expliqués ce matin, dans ces multitemporalités, cette forme d'urgence et en même temps prendre le temps. Le point de méthode clé qu'il faut rajouter à ça. Pour terminer dans nos recommandations, lorsqu'on propose une feuille de route avec un certain nombre de dates qui passent par des étapes de concertation et par des dessins qui sont longs, qui vont générer des transformations qui peuvent perturber, nous, on parle souvent de la mise en place de victoires rapides. Et on est convaincu que le changement, parce qu'on a beau dire, et on le voit dans nos centres-villes, dès qu'on perturbe, notamment lorsqu'on enlève des voitures et qu'on en met autre chose à la place, ça crée des tensions et c'est pas toujours facile à faire accepter, alors même que quand c'est fini, tout le monde ne voudrait en aucun cas revenir en arrière. Donc on voit bien que lorsqu'on a un projet qui va nous amener sur un temps de 5, 6 ou plus, on va devoir réfléchir à des animations dans cet espace qui vont commencer à transformer le lieu. Ça peut être des peintures sur le parking, ça peut être des réutilisations déjà de certains locaux pour les utiliser pour des associations, pour différentes activités, mais de penser déjà la transformation sans forcément avoir démoli ou reconstruit ou aménagé l'espace public qui, souvent, c'est compliqué, ça oblige à mettre des moyens relativement importants. Et donc, nous, cette notion de victoire rapide, et qui donne à voir, parce que, là encore, on envoie des signaux aux habitants en disant, voilà, demain, ça va être ça, sauf que leur quotidien ne change pas, le lieu reste dans son jus, entre guillemets, et alors même que si on avait des coups de peinture, un certain nombre d'évolutions qui donnent à voir un début de transformation, ça aide, et puis ça donne envie de venir aussi se rapprocher de ce lieu pour y habiter. Presque la transition pour la table ronde qui va suivre, qui est vraiment sur comment on gère ces périodes de transformation pour déjà préfigurer l'avenir et être positif. Merci beaucoup. Victoire rapide. Inès, un point à ajouter? Je pense anticipation. On n'a rien à subir. On a tout à anticiper. On a la chance d'être des acteurs du temps long, on l'a dit. Et ça veut dire qu'en justement, on peut gagner en agilité en travaillant ensemble parce qu'on a des assets, des développeurs, des properties, des maîtres d'ouvrage ou des partenaires avec qui faire. Et si on anticipe ensemble, on sera vraiment beaucoup plus grand et efficace. Et vous allez voir que ça va devenir une citation qu'on va citer dans les colloques. Merci. Émilie, pour conclure. Évidemment, je souscris aux deux conclusions parce que c'est des choses effectivement qui traversent également notre métier. Peut-être pour essayer de compléter le propos, je dirais une approche multicritère de la création de valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je le disais, avec la nécessité d'avoir peut-être un nouveau tableau de bord, derrière les discours qui peuvent s'affronter, il y a aussi une lecture de la valeur qui peut-être est un peu mono-sujet. Monocanal, voilà. Or, nous, je pense que pour collectivement arriver à agir dans un temps court, moyen et long terme, on a besoin d'avoir une approche pluridisciplinaire de la création de valeur. Aujourd'hui, peut-être on manque un peu de ces tableaux de bord pluridisciplinaires qui restent à construire. On a la chance d'avoir chez nous un client qui nous incite beaucoup à lire la valeur dans une approche multicritère et je pense qu'on peut encore plus nous faire bouger le marché en regardant pas chacun que les KPI de son métier, mais en faisant émerger un tableau de bord multicritère qui nous aide vraiment à piloter le temps long et à être redevable avec les élus de la qualité de ce qu'on produit in fine pour le bien commun. Super, merci. Applaudissements pour ces 3 intervenants passionnants. Merci beaucoup. Je vais effectuer maintenant pour la 3e table ronde de cette matinée comment on gère au quotidien un lieu de transfo pour en augmenter sa valeur. Je passe le relais avec beaucoup de plaisir à Caroline Hellard, qui est à la fois chez Nood, directrice de territoire, mais vous allez le voir, qui a aussi beaucoup de talent d'animation, à qui je vais... et qui a un avantage sur moi, c'est beaucoup plus de compétences et de connaissances du sujet. Et nous allons accueillir Emmanuel Leroc, Mathieu de Malman et Christophe Noël.